La rose rouge tomba sur le sol de marbre avec un son presque inaudible, mais pour elle, ce fut comme un tonnerre. Tous les yeux du restaurant se tournèrent vers la jeune femme de 23 ans qui tenait le panier de fleurs avec des mains tremblantes. L'homme en costume gris qui avait fait tomber la fleur exprès éclata de rire, et sa femme couverte de bijoux fit de même. « Tu crois que quelqu'un ici veut acheter ces fleurs fanées ?» Sa voix résonna dans la salle. « Regarde-toi. Tu es sale, mal habillé. Comment oses-tu entrer dans un endroit comme celui-ci » Elle se baissa pour ramasser la rose, sentant chaque regard comme une lame sur sa peau. Ses vêtements étaient simples, rapiécés à certains endroits, mais propres. Toujours propres. Sa grand-mère insistait là-dessus chaque matin avant qu'elle ne parte travailler. L'uniforme de femme de ménage qu'elle portait dans la journée était déjà rangé. Maintenant, elle n'était qu'une vendeuse de fleurs essayant de gagner quelques dollars de plus pour payer les médicaments qui maintenaient sa grand-mère en vie. « Je suis désolé, monsieur. » Sa voix était basse mais ferme. Je ne voulais pas déranger. Le gérant du restaurant s'avançait déjà vers elle, d'un pas rapide et le visage furieux. Elle connaissait ce regard. Elle avait déjà été expulsée de cet établissement cette semaine-là. Mais il fallait essayer. Elle devait toujours essayer. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Un homme était assis seul à une table au fond, près des fenêtres donnant sur l'avenue illuminée. Il portait un costume sombre impeccable, mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention. C'était la façon dont il la regardait. Pas avec mépris ni pitié. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Il se leva. Le mouvement fut si soudain que certaines personnes cessèrent de parler. L'homme était grand, devait d'avoir environ 35 ans, et marcha vers elle d'un pas long et décidé. Le gérant se figea au milieu du chemin. Combien coûte chaque rose? Sa voix était grave, maîtrisée. Elle cligna des yeux, confuse. 3 dollars, monsieur. Combien en avez-vous? Elle regarda le panier. Elle avait compté avant de partir de chez elle. 32, monsieur. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et prit un billet de 100 dollars. Puis un autre. Et encore un autre. Il mit l'argent dans sa main sans hésiter. Je les veux toutes. Le restaurant devint totalement silencieux. Elle regarda les billets dans sa main comme s'il s'agissait d'objets venus d'ailleurs. 300 dollars. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 semaines à nettoyer des maisons et vendre des fleurs le soir. Monsieur, je n'ai pas de monnaie pour. Je ne veux pas de monnaie. Il prit son panier de fleurs avec précaution. Et je veux que vous dîniez avec moi. Les mots n'avaient pas de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. L'homme en costume gris qui s'était moqué d'elle resta bouche bée. Sa femme avait l'air d'avoir avalé un citron. Je ne peux pas, monsieur. Je dois travailler, je dois vendre encore. Vous venez de vendre toutes vos fleurs. Il désigna sa table. S'il vous plaît. Juste un dîner. Vous avez l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. C'était vrai. Elle n'avait pris qu'un café le matin et partagé la moitié de son sandwich avec sa grand-mère à midi. Le vertige qu'elle ressentait depuis des heures s'intensifiait. Mais accepter cette invitation semblait dangereux. Les hommes riches ne faisaient pas ce genre de choses sans rien vouloir en retour. Comme s'il lisait ses pensées, il dit « Je ne veux rien de vous, si ce n'est votre compagnie pendant le dîner. Je vous le promets. » Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui inspira confiance. Peut-être la fatigue. Peut-être la faim. Ou peut-être le fait que personne ne l'avait jamais regardé ainsi. Elle acquiesça. Ils s'assirent à sa table, et les serveurs, qui la regardaient quelques minutes auparavant avec mépris, se montraient maintenant polis et attentifs. L'homme commanda le dîner sans même regarder le menu. Il demanda de l'eau, de la soupe, un plat principal et un dessert. Pour eux deux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il lorsqu'ils furent seuls. Elle hésita. « Je ne sais pas si je devrais le dire. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Et les hommes comme vous ne font pas ce que vous venez de faire. » Il sourit pour la première fois, et ce sourire transforma complètement son visage sérieux. « Des hommes comme moi. Riches. Puissants. » Elle regarda autour d'elle. « Ce restaurant coûte plus en une nuit que ce que je gagne en un mois. Et cela fait de moi quelqu'un de moins humain. Cela me rend plus vulnérable. » La réponse le surprit. Il resta silencieux un moment, la contemplant avec une attention nouvelle. « Vous êtes bien jeune pour être si cynique. Je suis assez vieille pour savoir comment le monde fonctionne. » La nourriture arriva, et elle dut se retenir de tout dévorer d'un coup. La soupe était chaude, parfaite. Le pain fondait dans la bouche. Elle n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis des mois. Peut-être des années. Il le remarqua mais ne dit rien.
Il mangea en silence, la laissant à l'aise. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle après avoir fini la moitié de son plat. « Pourquoi avez-vous acheté toutes mes fleurs ?» Il posa sa fourchette et regarda par la fenêtre un long moment. Quand il parla, sa voix était différente. Plus basse. Plus personnelle. « Parce que j'ai vu comment cet homme vous a traité. Et j'ai vu comment vous avez gardé votre dignité, même quand il a tenté de vous l'ôter. » Il se tourna vers elle. « Ma mère a été femme de ménage toute sa vie. Elle vendait de l'artisanat dans la rue quand j'étais enfant. Je sais ce que c'est d'être invisible aux yeux des gens qui ont de l'argent. Elle ne s'attendait pas à cela. Votre mère. Elle m'a élevé seule. Elle travaillait 16 heures par jour pour m'envoyer dans une bonne école. » Ses yeux se perdirent dans le vide. « Elle est morte il y a 3 ans. Je n'ai jamais pu lui offrir le confort qu'elle méritait avant qu'elle parte. » Le silence s'entrechangea. Il devint plus profond, plus vrai. « Je suis désolé. » Ces mots étaient sincères. Moi aussi. Il prit une inspiration. Quand je vous ai vu là, humilié, j'ai vu ma mère. J'ai vu toutes les fois où elle rentrait chez nous en pleurant parce qu'on l'avait traitée comme une moins que rien. Et j'ai pensé que si je ne faisais rien, je serais comme cet homme en costume gris. Elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et de troublant. Personne ne s'était jamais soucié d'elle ainsi. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Dites-moi d'abord le vôtre. » Elle hésita, puis sourit pour la première fois de la soirée. « Anna. »« Anna. » Il répéta comme pour goûter le son. « Joli nom. »« Et le vôtre ?»« Daniel. » Ils terminèrent le dîner en parlant de choses simples. Elle raconta sa vie, sa grand-mère qui l'élevait depuis ses 8 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, ses 3 emplois pour payer le loyer et les médicaments pour le cœur de sa grand-mère. Il écouta tout sans l'interrompre, sans la juger. Quand arriva le moment de partir, il insista pour appeler une voiture pour la raccompagner. Elle refusa. « Le bus me suffit. » Elle serra les billets de 100 $ contre sa poitrine. « Vous en avez déjà trop fait pour moi. Laissez-moi au moins commander un taxi. » Non. Il y avait dans son obstination quelque chose qui le fit sourire à nouveau. « Vous êtes très fier. Je dois l'être. C'est tout ce qu'il me reste. » Il comprit. Il n'insista plus. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui prit doucement le bras. « Puis-je vous revoir demain ?» Elle se retourna, surprise. « Pourquoi ?»« Parce que je veux m'assurer que vous allez bien. Vous me connaissez à peine. Je veux mieux vous connaître. » Il y avait de la sincérité dans ses yeux. Et aussi autre chose. Quelque chose qui la troublait et l'attirait à la fois. « Je travaille de 7 heures du matin à 4 heures de l'après-midi à faire le ménage. Ensuite, je vends des fleurs jusqu'à 10 heures du soir. » « Où vendez-vous vos fleurs ?»« Sur la place centrale, près de la fontaine. J'y serai à 10 heures. » Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû partir et oublier cette étrange rencontre. Mais quelque chose l'en empêcha. « D'accord, » murmura-t-elle. Anna quitta le restaurant en se sentant différente. Plus légère. Comme si les 300 $ dans son sac pesaient moins que les 32 roses qu'elle portait auparavant. L'air froid de la nuit effleura son visage et elle se mit en marche vers l'arrêt de bus. Elle ne vit pas Daniel, resté à la fenêtre du restaurant, la regardant disparaître dans la foule. Elle ne vit pas l'expression sur son visage. Une détermination mêlée à quelque chose qu'il ne comprenait pas encore lui-même. À l'intérieur du restaurant, le gérant s'approcha de lui avec respect. « Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. L'addition est déjà. » Cet homme en costume gris qui a humilié la jeune femme. Daniel l'interrompit sans quitter la rue des yeux. « Qui est-il » ? « Ah, c'est un client régulier. Il travaille dans une banque, je crois. Je ne veux plus le revoir ici. » Le gérant cligna des yeux, surpris. « Monsieur, vous m'avez entendu. Il est banni de cet établissement. Et tout autre vendeur ambulant qui entrera ici devra être traité avec respect. Si j'apprends que quelqu'un a été humilié à nouveau, ce restaurant perdra mon investissement. » Le gérant pâlit. Tout le monde en ville savait qui était Daniel. Il possédait la moitié des établissements commerciaux de la région. Sa parole faisait loi. « Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Daniel quitta le restaurant en portant le panier vide de roses. Dans sa voiture, il regarda les fleurs fanées avec attention. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'avait profondément touché. Quelque chose au-delà de l'histoire semblable à celle de sa mère. C'était la force dans ses yeux. La dignité qu'aucune humiliation ne pouvait briser.
Ils ne le savaient pas encore, mais cette rencontre allait tout changer. Pour eux deux. Dans le petit appartement de l'autre côté de la ville, Anna entra sans bruit pour ne pas réveiller sa grand-mère. Mais la vieille dame était éveillée, assise dans le vieux fauteuil près de la fenêtre, l'attendant. « Tu as tardé ce soir. » Sa voix était faible mais pleine d'inquiétude. « J'ai vendu toutes les fleurs, grand-mère. » Anna montra l'argent, et les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent. « Ma fille, c'est beaucoup d'argent. » « Comment ? » « Un homme les a toutes achetées d'un coup. » La grand-mère se crispa. « Quel genre d'homme ? » « Un homme bon, je crois. » Anna s'assit à côté d'elle. « Il m'a invité à dîner. Il a été gentil. Les hommes riches ne sont pas gentils sans raison. » « Je sais. Mais il était différent. » Elle ne savait pas l'expliquer. Il m'a rappelé quelqu'un qui connaît la douleur. Quelqu'un qui comprend. La grand-mère serra sa main avec ses doigts fragiles. « Fais attention, ma fille. Le monde n'est pas tendre avec les filles comme toi. »« Je sais, grand-mère. Je sais. » Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Anna dormit sans le poids de l'inquiétude écrasant sa poitrine. Les $300 étaient cachés sous le matelas. Ils suffiraient pour acheter les médicaments de sa grand-mère pendant 2 mois. Peut-être même payer une partie du loyer en retard. Elle ignorait que Daniel, de l'autre côté de la ville, était lui aussi éveillé, assis dans le bureau de son manoir vide, regardant une vieille photo de sa mère. La femme sur la photo souriait faiblement, vêtue d'un uniforme de domestique, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Les mêmes fleurs qu'Anna vendait. Quelque chose avait commencé cette nuit-là. Quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait encore vraiment. Mais le destin avait mis 2 âmes blessées sur le même chemin. Et parfois, c'est tout ce dont l'amour a besoin pour commencer à éclore. Et si vous aimez cette histoire et voulez savoir ce qui se passe lorsque Daniel apparaît sur la place centrale le lendemain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette aventure émouvante. Daniel arriva sur la place centrale 15 minutes avant 10 heures. La fontaine au centre jaillissait d'eau illuminée par des lumières bleuâtres, et l'animation nocturne était intense. Les vendeurs ambulants occupaient chaque coin. Ils n'avaient jamais prêté attention à ce monde auparavant. Ils passaient toujours en voiture, vitres fermées, climatisation allumée, isolés de la réalité des rues. Mais maintenant, il était là, debout comme un idiot, à chercher une fille qu'il connaissait à peine. Il la vit arriver pile à 10 heures. Elle portait un nouveau panier de roses, mais semblait épuisée. Elle trébucha en descendant du bus et faillit faire tomber les fleurs. Daniel courut vers elle. « Ça va ?» Anna sursauta en le voyant. « Tu es vraiment venu. Je t'avais dit que je viendrais. » Il regarda attentivement son visage. Elle était plus pâle que la veille. Des cernes profonds sous ses yeux. « Quand as-tu dormi correctement pour la dernière fois ? » « Je dors assez. » Menteuse. Elle tenta de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai des fleurs à vendre. Si tu veux en acheter. Je veux que tu arrêtes de travailler aujourd'hui et que tu rentres te reposer. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai besoin d'argent. J'ai toujours besoin d'argent. » Sa voix devint plus dure. « Tu ne comprends pas. Des gens comme moi ne peuvent pas prendre de congé. Un jour sans travailler est un jour sans manger. » Il comprit. Mieux qu'elle ne l'imaginait. « Alors vends-moi tes fleurs et rentre chez toi. » Il sortit son portefeuille. « Non. » Elle fit un pas en arrière. « Je ne vais pas accepter ta charité une nouvelle fois. » « Ce n'est pas de la charité. J'aime les fleurs. Tu as acheté 32 roses hier et tu les as probablement toutes jetées. » « Je ne les ai pas jetées. » C'était vrai. Elles étaient dans des vases répartis dans sa maison. Et je vais en acheter à nouveau aujourd'hui. Toutes. Pourquoi ? La frustration dans sa voix était évidente. Pourquoi fais-tu ça ? Il n'avait pas de bonne réponse. Ou peut-être qu'il en avait une, mais n'était pas prêt à l'admettre. Parce que je veux. C'était tout ce qu'il put dire. Elle le fixa longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait déchiffrer. De la colère ? De la peur ? De l'espoir ? Avant que quiconque puisse parler, une voix fendit l'air. « Regarde qui est là. » La mendiante de fleurs. Daniel se retourna et vit 3 femmes s'approcher. Elles portaient des vêtements de marque et des sacs de boutique chers. Celle qui avait parlé était blonde, grande, avec un sourire cruel sur ses lèvres parfaitement maquillées. Anna se tendit à ses côtés. « Bonjour, Madame Victoria. » Sa voix était soigneusement neutre. Alors c'était ça. Daniel comprit immédiatement. Cette femme était l'une des patronnes d'Anna. « Je ne savais pas que tu vendais des fleurs la nuit. » Victoria regarda Anna avec mépris. «
Explique-moi pourquoi ma maison était si mal nettoyée aujourd'hui. Tu étais trop fatigué pour faire ton travail correctement? J'ai tout nettoyé comme d'habitude, madame. Ma baignoire avait une tache. Et tu as oublié de polir les robinets de la cuisine. Victoria croisa les bras. Je vais devoir déduire ça de ton salaire. Anna ferma les yeux un instant. Daniel vit ses doigts serrer le panier de fleurs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Oui, madame. Et arrête de vendre ces fleurs dans la rue. Tu représentes ma maison maintenant. Je ne veux pas que les gens sachent que ma domestique mendie la nuit. Je ne mendie pas. Je travaille. C'est la même chose. Victoria remarqua enfin Daniel. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et il vit le moment exact où elle le reconnut. Monsieur n'est pas. Si. Il coupa. C'est bien moi. Le visage de Victoria changea complètement. Le mépris se transforma instantanément en révérence. Quel honneur de vous rencontrer ici. Je ne savais pas que vous veniez sur la place. Je commence à venir. Il regarda Anna. Je suis venu acheter des fleurs. Victoria suivit son regard, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Vous connaissez ma domestique? Je connais Anna, oui. Le nom. Il avait utilisé son nom. Et la façon dont il avait dit faisait comme s'ils étaient plus que de simples connaissances. Victoria le comprit. Ses amis le comprirent. Et Anna réalisa l'erreur de Daniel à la seconde même où les mots quittèrent sa bouche. Quelle coïncidence intéressante. Victoria sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. Anna, tu ne m'avais pas dit que tu connaissais des personnes importantes. Nous nous sommes rencontrés seulement hier. Anna essaya de rectifier. Il a acheté quelques fleurs. Quelques-unes. Victoria regarda le panier. Combien? Toutes. Daniel répondit avant qu'Anna puisse mentir. Je les ai toutes achetées hier. Et je vais toutes les acheter aujourd'hui aussi. Le silence qui suivit fut pesant. Les amis de Victoria échangèrent des regards lourds de signification. Victoria plissa les yeux. Je comprends. Sa voix était glaciale. Quel généreux geste de votre part, monsieur. J'espère que vous savez quel genre de fille vous aidez. Anna est très ambitieuse. Toujours à la recherche de moyens pour s'élever dans la vie. L'insinuation était claire et dégoûtante. Daniel sentit la colère brûler dans sa poitrine. Je ne vois qu'une femme travailleuse qui tente de survivre honnêtement. Chose que beaucoup ne savent pas faire. L'insulte voilée atteignit sa cible. Victoria devint rouge. Excusez-moi. Anna parla rapidement. Je dois travailler. Elle commença à s'éloigner, mais Victoria lui attrapa le bras fermement. Pas si vite. Nous devons parler de ton horaire de travail. Je veux que tu sois à ma maison demain à 6 heures du matin. Pas à 7. Beaucoup de travail accumulé. Mais à 6 heures. Et si tu arrives une minute en retard, tu es renvoyé. Victoria lâcha le bras d'Anna avec un coup et partit avec ses amis, laissant derrière elle un sillage de parfums chers et de méchanceté. Anna resta immobile, regardant le sol. Ses épaules tremblaient légèrement. Je suis désolé. Daniel parla doucement. Je n'aurais pas. Non. Elle l'interrompit. En relevant la tête, des larmes brillaient dans ses yeux. Tu n'aurais pas dû. Maintenant, elle va rendre ma vie un enfer. Elle va inventer des problèmes, me faire travailler des heures supplémentaires sans payer, trouver n'importe quelle excuse pour me renvoyer. Alors quitte ce travail. Et faire quoi? Sa voix monta, désespérée. Tu crois que c'est facile de trouver du travail? J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de tous mes emplois. Ma grand-mère a besoin de médicaments qui coûtent 200 $ par mois. Notre loyer est en retard. Nous avons des factures d'électricité, d'eau, de nourriture. Elle essuya ses larmes avec colère. Tu vis dans un monde différent du mien. Tu peux acheter 32 roses sans y penser 2 fois. Moi, je compte chaque centime que je gagne. Il n'avait pas de réponse. Parce qu'elle avait raison. Je suis désolé. Répéta-t-il, se sentant inutile. Anna prit une profonde inspiration pour se reprendre. Je dois vendre ces fleurs. S'il te plaît, pars. Tu compliques tout. Je ne vais pas partir. S'il te plaît. Pas tant que je ne suis pas sûr que tu vas bien. Je ne vais jamais bien. Sa voix se brisa. Je suis fatigué, affamé, effrayé tout le temps. Ma grand-mère est malade et je n'ai pas d'argent pour un vrai médecin. Je travaille 14 heures par jour et ce n'est toujours pas suffisant. C'est ma vie. Alors non, je ne vais pas bien.
Je n'irai jamais bien. Elle sanglota, et Daniel fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il la prit dans ses bras. Anna résista une seconde, puis s'effondra. Elle pleura sur sa poitrine avec tout l'épuisement et le désespoir accumulés. Il la tint fermement, une main dans son dos, l'autre caressant ses cheveux. « Tout ira bien, » murmura-t-il. « Je te le promets. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. »« Je peux. » Elle s'éloigna, essuyant son visage. « Comment ?» Daniel réfléchit rapidement. Il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Quelque chose qui changerait tout. Mais d'abord, il avait besoin de plus d'informations. Ta grand-mère. Que lui arrive-t-il? Problème cardiaque. Elle a besoin de médicaments quotidiens et de consultations régulières avec un cardiologue. Quand a-t-elle vu un médecin pour la dernière fois? Anna hésita. Il y a 6 mois. 6 mois. Il ne put cacher son choc. Elle a besoin de suivi. Je sais, cria Anna. Tu crois que je ne sais pas? Mais une consultation spécialisée coûte $300. $300 que je n'ai pas. Une idée commença à germer dans l'esprit de Daniel. C'était risqué. Cela pourrait effrayer Anna. Mais il devait essayer. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Donne-le-moi. Elle récita le numéro à contre-cœur. Il le tapa sur son téléphone et appela immédiatement. L'ancien téléphone d'Anna sonna dans sa poche. Demain matin, je t'appellerai à 5h30, dit-il fermement. Je ferai envoyer une voiture pour toi et ta grand-mère. Vous irez à l'hôpital. Mon hôpital. Ton hôpital. Je suis actionnaire de 3 hôpitaux en ville. L'un d'eux a les meilleurs cardiologues de l'État. Il lui prit les épaules. Ta grand-mère sera entièrement examinée. Tous les examens nécessaires. Et vous ne paierez pas un centime. Je ne peux pas accepter. Tu peux et tu vas. Et mon travail? Victoria va me renvoyer. Parfait. Laisse-la te renvoyer. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Daniel sortit une carte de sa poche et la plaça dans sa main. C'est ma carte personnelle. Numéro direct. Si Victoria ou quiconque avec qui tu travailles cause des problèmes, tu m'appelles. Compris? Anna regarda la carte. Elle était lourde, coûteuse, avec des lettres dorées en relief. Son nom y figurait, suivi d'une liste de titres qui lui firent écarquiller les yeux. Tu es Aval ATL. Tu es le propriétaire de l'entreprise qui rénove la moitié de la ville. Entre autres choses. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Elle rendit la carte. Ça change tout. Tu es vraiment riche. Vraiment puissant. Et moi, je ne suis personne. Ne la rends pas, il poussa la carte vers elle. Et tu n'es personne. Tu es quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque que je connaisse. Quelqu'un qui prend soin de sa grand-mère avec amour. Quelqu'un qui garde sa dignité même lorsqu'on la traite comme de la merde. Tu me vois comme un projet de charité. Je te vois comme quelqu'un qui mérite de l'aide. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. Il prit son visage, la forçant à le regarder dans les yeux. C'est du respect. Et peut-être quelque chose de plus. L'air entrechangea. Il devint chargé de quelque chose de dangereux et inévitable. Anna s'éloigna, effrayée par ce qu'elle voyait dans ses yeux. Je ne peux pas. C'est de la folie. Pourquoi? Parce que tu vas te lasser de ce jeu de sauveur. Parce que des gens comme toi ne restent pas avec des gens comme moi. Parce que quand tu en auras assez, je serai pire qu'avant. Ces paroles touchèrent profondément. Mais il ne recula pas. Laisse-moi te prouver que tu as tort. Comment? Donne-moi une chance. Une chance de montrer que ce n'est pas un jeu. Il prit son panier de fleurs. Combien de roses as-tu aujourd'hui? 40. Il sortit de l'argent de son portefeuille. 5 billets de 100 tiens. Pour les fleurs et ton temps. Ce ne sont que 40 roses. Je sais. Elle regarda l'argent. $500. Suffisant pour payer le loyer en retard et avoir encore du reste. Mais accepter semblait franchir une limite. Si j'accepte, tu voudras quelque chose en échange? Demanda-t-elle directement. Oui. Son cœur se serra. Elle savait que c'était trop beau pour être vrai. Je veux que tu dînes à nouveau avec moi, continua-t-il. Je veux connaître ta grand-mère. Je veux m'assurer que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Rien d'autre. Rien d'autre. Elle prit l'argent avec des mains tremblantes. Tu es très étrange. On me l'a déjà dit.
Pour la première fois de cette nuit terrible, Anna sourit vraiment. Un petit sourire, fatigué mais sincère. D'accord. Tu peux venir dîner demain soir. Mais je préviens, ma maison est minuscule et la nourriture sera simple. Parfait. Ils échangèrent encore quelques mots avant qu'elle ne parte enfin. Daniel resta sur la place, la regardant disparaître dans la nuit, ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Espoir. Mais il ne vit pas la voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Il ne vit pas Victoria assise sur le siège arrière, téléphone en main, filmant tout. Son regard était de triomphe absolu et de pure malveillance. Elle avait un plan. Et quand il serait exécuté, cette fille prétentieuse saurait sa place. Des gens comme Anna ne méritaient pas des hommes comme Daniel. Et Victoria s'assurerait que tout le monde le sache. La voiture arriva exactement à 5h30 du matin. Anna était réveillée depuis 1 heure, trop nerveuse pour dormir. Sa grand-mère était assise dans le fauteuil, vêtue de sa plus belle robe, celle qu'elle ne portait que lors d'occasions spéciales. Elle avait été lavée et repassée la veille au soir. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, ma fille, » dit la dame pour la 10e fois. « Nous pouvons prendre le bus. » Daniel a envoyé la voiture. Ce serait impoli de refuser. Daniel. La grand-mère répéta le nom sur un ton qu'Anna ne parvint pas à identifier. Cet homme fait beaucoup pour nous. Les hommes comme lui veulent toujours quelque chose. Il n'est pas comme ça. Comment peux-tu en être sûr? Anna ne pouvait pas. Mais quelque chose en elle lui faisait confiance. Peut-être de la naïveté. Peut-être du désespoir. Ou peut-être quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. Le chauffeur était courtois et aida sa grand-mère à entrer dans la voiture avec précaution. Anna n'avait jamais été à l'intérieur d'un véhicule aussi luxueux. Les sièges étaient en cuir doux et de l'eau minérale en petites bouteilles en verre se trouvait dans un compartiment latéral. L'hôpital se situait dans le quartier chic de la ville. Anna y était passée 1000 fois en bus, mais n'avait jamais imaginé y entrer. Le bâtiment était moderne, tout en verre et acier, avec des jardins impeccables à l'avant. Daniel les attendait à l'entrée. Il portait un costume différent, bleu foncé, et semblait ne pas avoir beaucoup dormi. Mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Anna descendre de la voiture. « Bonjour. » aida-t-il en aidant la grand-mère. « Vous devez être la grand-mère d'Anna. Vous pouvez m'appeler Madame Elena. » La voix de la dame était ferme malgré la fragilité de son corps. « Madame Elena. C'est un honneur. » Il se tourna vers Anna. « Tout est prêt. Le docteur Carter vous attend. C'est le meilleur cardiologue que nous ayons. » Ils entrèrent dans l'hôpital, et Anna sentit les regards des gens. Ses vêtements simples contrastaient avec l'environnement sophistiqué. Mais Daniel marchait à leur côté comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ignorant complètement tout regard étrange. Le cabinet du docteur Carter se trouvait au 10e étage. Le médecin était un homme d'environ 60 ans, cheveux gris et mains fermes. Il salua Madame Elena avec un respect sincère. « Nous allons bien nous occuper de vous, » dit-il. « D'abord, je vais faire un examen physique complet. Ensuite, nous aurons besoin de quelques tests, électrocardiogramme, échocardiogramme, analyse de sang. » Anna sentit la panique monter. Combien cela va-t-il coûter? C'est déjà payé. Daniel parla avant que le médecin ne réponde. Mais, Anna. Il lui prit la main. Laisse-moi faire ça. S'il te plaît. Elle voulait argumenter. Vouloir garder sa fierté intacte. Mais elle regarda sa grand-mère et vit l'espoir sur le visage de la femme qui l'avait élevée. Comment pouvait-elle lui refuser cela? Merci, fut tout ce qu'elle put dire. Madame Elena entra dans la salle d'examen, et Anna resta seule avec Daniel dans la salle d'attente. Le silence entre eux était confortable, mais chargé de choses non dites. « Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui » demanda-t-il. « J'ai appelé Victoria pour dire que j'avais une urgence familiale. » Anna se tortillait les mains sur ses genoux. Elle n'était pas contente. Et les autres emplois? J'ai réussi à changer les horaires. Je travaillerai double demain pour compenser. Daniel resta silencieux un moment. Combien de maisons nettoies-tu? 5. 2 le matin, 3 l'après-midi. 7 jours par semaine. 6. Le dimanche, je vends des fleurs toute la journée. Il calcula mentalement. Tu travailles plus de 80 heures par semaine. Je dois payer les factures. Combien gagnes-tu au total? Anna hésita. C'était une question trop personnelle. Mais il avait payé les examens de sa grand-mère. Il méritait honnêteté. Environ $1200 par mois. Parfois moins,
si quelqu'un décide de ne pas me payer ou invente des retenues. L'expression de Daniel se durcit. C'est de l'exploitation. C'est de la survie. Il se leva et commença à marcher dans la salle. Anna remarqua qu'il réfléchissait, planifiait quelque chose. Il faisait cela quand il était concentré, elle l'avait déjà remarqué. « Je dois te dire quelque chose. » Il s'arrêta devant elle. « À propos d'hier soir. » Le cœur d'Anna s'accéléra. « Quoi ? » « Après que tu sois parti, j'ai passé quelques appels. » Il s'assit à côté d'elle. « À propos de Victoria. » « Pourquoi ? » « Parce que je devais savoir qui est la personne qui te traite de cette manière. » Ses yeux se firent sérieux. « Elle est mariée à un avocat. Thomas Wellington. Il travaille pour l'un de mes concurrents. » Anna ne comprit pas où il voulait en venir. « Et alors ? » « Ce concurrent, Richard Foster, essaie de me détrôner depuis des années. Il joue sale. Très sale. » Daniel lui prit la main. « J'ai peur que Victoria puisse t'utiliser pour m'atteindre. » « Comment ça ? » « Créer des scandales. Répandre des mensonges. Faire croire que notre relation est quelque chose qu'elle n'est pas. Mais nous n'avons pas de relation. » dit Anna trop vite. « Pas encore. » répondit-il, et la façon dont il le dit fit se nouer son estomac. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle répondit, hésitante. « Allô ? » Anna. La voix à l'autre bout était celle d'une femme qu'elle ne connaissait pas, ici Linda, de la maison de Madame Foster. « Victoria m'a donné ton numéro. » Linda. Une des autres domestiques travaillant dans le même cercle social que Victoria. « Bonjour Linda. Un problème ? Je dois te prévenir de quelque chose. » La voix était basse, urgente. « Victoria répand des histoires sur toi. Elle dit que tu utilises un homme riche, que tu es intéressé, que tu essaies de tomber enceinte pour obtenir de l'argent. » Anna sentit son sang se glacer. « Quoi ? » Elle a montré des photos à toutes les patronnes. De toi avec lui hier sur la place. Elle dit que tu te prostituais en vendant des fleurs. Les mots étaient comme des gifles. Anna avait du mal à respirer. Toutes tes autres patronnes m'ont appelé pour demander des nouvelles sur toi, continua Linda. Madame Foster a déjà décidé qu'elle ne te voulait plus chez elle. Les autres feront probablement pareil. Non, murmura Anna. Non, non, non. Je suis désolée. Je voulais juste que tu sois prévenue avant d'arriver au travail. Linda raccrocha. Anna lâcha le téléphone. Ses mains tremblaient tellement que l'appareil faillit tomber. Daniel le prit. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle raconta tout. Chaque mot venimeux. Chaque mensonge. Quand elle eut fini, elle pleurait à nouveau. Je vais perdre tous mes emplois. Tous. Comment vais-je payer le loyer ? Comment vais-je acheter à manger ? Les médicaments de grand-mère ? Elle se leva brusquement. C'est de ta faute. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que tu allais tout compliquer. Anna. Non, cria-t-elle, et quelques personnes dans la salle d'attente regardèrent. Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. Pour toi c'est facile. Tu peux acheter ce que tu veux, aller où tu veux. Mais moi je n'aurai rien. Daniel se leva et tenta de la toucher, mais Anna recula. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus de ton aide. Je ne veux plus te voir. Ne dis pas ça. Je le dis. Ses larmes coulaient sans contrôle. Pars. Retourne dans ton monde de riche et laisse-moi ma place. La porte de la salle d'examen s'ouvrit, et le docteur Carter sortit avec Madame Helena. Le médecin remarqua immédiatement la tension. Tout va bien ici. Anna s'essuya rapidement le visage. Oui. Comment va ma grand-mère ? Elle est stable, mais nous devons parler. Il regarda Daniel. En particulier. Vous pouvez parler devant lui, dit Madame Helena, fatiguée. Il a payé pour les examens. Il a le droit de savoir. Le médecin acquiesça. Madame Helena a une insuffisance cardiaque modérée. Elle a besoin d'un médicament plus fort que celui qu'elle prend, et d'un procédé. Ce n'est pas une chirurgie, mais c'est invasif. Pose d'un stent dans les artères coronaires. Combien ça coûte ? Demanda Anna, sachant déjà qu'elle ne pourrait pas payer. L'ensemble de la procédure, avec hospitalisation et suivi, coûte environ 25 000 $. Le chiffre était absurde. Impossible. Anna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sans la procédure, murmura-t-elle. Le médecin hésita. Elle a peut-être 6 mois. 1 an si nous avons de la chance.
Madame Helena ne sembla pas surprise. Comme si elle le savait déjà. « Ne faites pas cette procédure, » dit-elle fermement. « Nous n'avons pas cet argent. » Grand-mère. Anna, écoute ta grand-mère. J'ai déjà vécu ma vie. Toi, tu as toute la tienne devant toi. Ne dis pas ça. Anna s'agenouilla devant elle. Vous n'allez pas mourir. Je ne le permettrai pas. Parfois, les choses ne dépendent pas de nous, ma fille. Daniel était resté silencieux pendant toute la conversation. Maintenant il parla, et sa voix était différente. Déterminée. Finale. Faites la procédure. Tous le regardèrent. Monsieur, le médecin cligna des yeux. Faites la procédure. Le plus vite possible. Il regarda Anna. Et avant que tu ne commences à argumenter, je ne demande pas la permission. Je paierai. Et tu laisseras faire. Je ne peux pas accepter autant d'argent. Tu peux et tu vas. Comment vais-je te rembourser? Je te devrai pour le reste de ma vie. Alors tu devras. Il lui prit les épaules. Tu me dois. Et je réclame. Je réclame que tu cesses de te tuer à travailler. Je réclame que tu prennes soin de toi. Je réclame que tu me laisses entrer réellement dans ta vie. Tu ne me connais pas. Pourquoi fais-tu ça? Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui mérite d'être sauvé. Quelqu'un qui mérite une chance de vivre plutôt que de simplement survivre. Il caressa son visage avec douceur. Et parce que je suis en train de tomber amoureux de toi. Le silence qui suivit fut absolu. Anna n'arrivait pas à comprendre les mots. Ils n'avaient aucun sens. Les hommes comme lui ne tombent pas amoureux de filles comme elle. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Tu es fou, murmura-t-elle. Probablement. Il sourit. Mais c'est vrai quand même. Madame Helena observait tout avec des yeux perspicaces. Enfin, elle parla. Jeune homme, il vaut mieux être sûr de ce que tu dis. Ma petite fille a déjà trop souffert dans la vie. Si tu joues avec elle, tu ferais mieux de t'arrêter maintenant. Je ne joue pas, Madame Helena. Daniel la regarda avec respect. Et je vais le prouver. Il se tourna vers le médecin. Programmez la procédure pour demain si possible. Je veux les meilleurs médecins. Et préparer une chambre privée pour sa convalescence. Oui, monsieur. Le docteur sortit pour organiser cela. Daniel reporta son attention sur Anna. Maintenant, nous allons régler tes emplois. Il n'y a rien à faire. J'ai tout perdu. Tu n'as pas encore tout perdu. Il prit son téléphone et fit un appel. James, j'ai besoin de toi au bureau dans 1 heure. Apporte tous les contrats des rénovations résidentielles. Tous. Pause. Oui, tous. Et collecte des informations sur Victoria Wellington et Richard Foster. Je veux tout savoir sur eux. Il raccrocha et regarda Anna. Je vais détruire sa réputation avant qu'elle ne détruise la tienne. Comment? J'ai mes méthodes. Son sourire était dangereux. Et j'ai des avocats meilleurs que son mari. Anna voulait argumenter. Lui dire qu'il allait trop loin. Mais la vérité était qu'elle se sentait soulagée. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un se battait pour elle. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle encore une fois. « Je te l'ai déjà dit. » Il lui prit la main. « Parce que tu comptes. Pour moi, tu comptes. » Et Anna, fatiguée de lutter seule, laissa enfin quelqu'un entrer. Elle laissa sa main dans la sienne. Elle laissa promettre des choses qui semblaient impossibles. Parce que parfois, quand on est au bord du gouffre, il faut laisser quelqu'un nous sauver. Même si on ne comprend pas pourquoi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, Victoria était réunie avec Richard Foster, montrant les photos et vidéos qu'elle avait faites. Et tous deux planifiaient quelque chose qui pourrait détruire non seulement Anna, mais aussi Daniel. La guerre avait commencé. Et personne n'en sortirait indemne. La nouvelle a explosé sur Internet le lendemain matin. Anna s'est réveillée avec des dizaines de messages sur son téléphone. Des messages provenant de numéros inconnus. Des messages avec des liens vers des sites de potins. Et lorsqu'elle a ouvert le premier lien, son monde s'est effondré. Le titre criait « Milliardaire Daniel Costa impliqué dans un scandale avec une employée. Accusation d'exploitation et de relations inappropriées. » Il y avait des photos. Des photos d'elle et de Daniel sur la place. Au restaurant. Lui tenant sa main. L'angle des images rendait tout sordide, mauvais. Et l'article était pire. Des sources anonymes prétendaient que Daniel profitait de son employée, qu'il la payait pour des faveurs sexuelles, qu'elle était enceinte et essayait d'extorquer de l'argent. Chaque mot était un mensonge, mais écrit comme s'il était vrai.
Anna sentit la nausée monter. Elle courut aux toilettes et vomit. Donna Helena frappa à la porte. « Ma fille, que se passe-t-il » Anna ne put répondre. Elle tremblait tellement qu'elle avait à peine la force de rester debout. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de numéros inconnus. Probablement des journalistes voulant des déclarations. Puis le téléphone sonna avec le numéro de Daniel. Elle répondit, les mains tremblantes. « Anna. » Sa voix était tendue. « Tu as vu ?» ?»« Oui. »« Tu ne crois pas à tout ça, n'est-ce pas ? » ?»« Peu importe ce que je crois. » Sa voix était brisée. « Ce qui importe, c'est ce que tout le monde croira. Ta réputation est détruite à cause de moi. Ma réputation est le moindre de mes soucis. » Il respira profondément. Ils sont allés plus loin. Richard Foster a intenté un procès contre moi. Il prétend que j'utilise des pratiques de travail illégales, que j'exploite mes employés. Il essaie de bloquer tous mes contrats commerciaux. Non. Anna sentit les larmes brûler. Non, ça ne peut pas être vrai. Et il y a pire. Il hésita. Victoria a intenté une action te reprochant un vol. Le monde s'arrêta. Quoi ? Elle prétend que tu as volé des bijoux dans sa maison d'une valeur de 50 000 $. Anna n'arrivait plus à respirer. Je n'ai jamais. Je sais que c'est un mensonge. Mais elle a planté des preuves. Il y a des caméras qui te montrent dans des endroits précis de la maison. Des témoignages d'autres employés qu'elle a probablement menacés. Sa voix devint dure. Elle a très bien planifié ça. Ils vont m'arrêter. La terreur dans la voix d'Anna était palpable. Je ne le permettrai pas. J'ai déjà appelé mes avocats. Mais Anna, je dois que tu restes calme. Ne parle à personne. Ne réponds pas aux appels inconnus. Et ne sors pas de chez toi. Le traitement de ma grand-mère. Il est prévu dans 3 heures. J'enverrai des agents de sécurité pour vous chercher. Personne ne s'approchera de vous. Après avoir raccroché, Anna s'effondra par terre. Elle avait tout détruit. La vie de Daniel, sa propre vie, tout. Elle aurait dû écouter les avertissements. Elle aurait dû garder ses distances. Donna Helena s'assit à côté d'elle sur le sol de la salle de bain. « Ça va passer, ma fille. » « Comment » Anna sanglotait. « Comment cela peut-il passer ? Je vais être arrêtée. Accusée de choses horribles. Et Daniel va tout perdre à cause de moi. Si cet homme est celui qu'il prétend être, il va se battre. Et toi aussi. » La dame prit le visage de sa petite fille. « Tu n'as rien fait de mal. Souviens-toi-en. Peu importe ce qu'ils disent, tu sais la vérité. » Mais la vérité semblait si fragile face aux puissants mensonges. Les agents de sécurité arrivèrent 1 heure plus tard. 2 hommes grands, professionnels, escortèrent Anna et Donna Helena jusqu'à une voiture blindée. Des journalistes étaient à la porte de l'immeuble. Caméras, micros, cris demandant des commentaires sur le scandale. Anna baissa la tête et laissa les agents faire le passage. À l'hôpital, Daniel les attendait avec toute une équipe d'avocats. Il serra Anna dans ses bras dès qu'il la vit, ignorant complètement les regards curieux. « Tout va bien maintenant » murmura-t-il. « Je m'en occupe. »« Comment ? » ?»« Tu me fais confiance. » Elle le regarda dans les yeux et vit une détermination absolue. « Oui. »« Alors laisse-moi faire ce que je dois faire. » Donna Helena fut conduite à la préparation du traitement. Anna voulut rester avec elle, mais Daniel lui prit la main. « Je dois te montrer quelque chose d'abord. » Il la conduisit dans une salle de réunion de l'hôpital. À l'intérieur, un homme d'environ 40 ans, maigre, portant des lunettes, tenait un ordinateur portable. « Voici James, mon principal avocat, » dit Daniel. « James, peux-tu montrer ?» L'avocat tourna l'ordinateur vers Anna. À l'écran, une vidéo. L'image était granuleuse mais suffisamment claire. Elle montrait Victoria dans un bureau élégant, en train de parler avec un homme canard reconnu sur les photos en ligne comme Richard Foster. « Ça a été enregistré hier soir », expliqua James, par le système de sécurité du bureau de Foster. Il ne savait pas que j'avais accès au serveur. Anna regarda Victoria et Richard discuter ouvertement du plan. Comment ils placeraient les bijoux dans le sac d'Anna? Comment ils soudoyeraient d'autres employés pour fournir de faux témoignages? Comment ils utiliseraient le scandale pour détruire les affaires de Daniel? « C'est vrai, » murmura Anna. « Ils ont tout planifié. » Chaque mot. Daniel était sérieux. « Et maintenant nous avons des preuves. »« C'est recevable au tribunal ?» demanda Anna.
Techniquement, non, admit James. Cela a été obtenu sans autorisation légale. Mais nous n'avons pas besoin de l'utiliser au tribunal. Il suffit qu'il sache que nous avons. Anna ne comprit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Daniel sourit, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Ça veut dire que nous allons retourner la situation. Pendant les 2 heures suivantes, pendant que Donna Helena subissait le traitement, Daniel mit son plan à exécution. D'abord, il appela Richard Foster personnellement. Anna était à ses côtés lorsque l'appel fut passé en haut-parleur. Richard. La voix de Daniel était glaciale. Nous devons parler. Nous n'avons rien à discuter, Daniel. La voix de Richard était arrogante. Mes avocats parleront au tien. J'ai une vidéo intéressante. Toi et Victoria Wellington planifiant de falsifier des preuves, soudoyer des témoins et détruire des réputations. Veux-tu que je l'envoie au même site de potin que vous avez utilisé contre moi? Silence absolu de l'autre côté. Tu bluffes. Tu veux parier ta carrière là-dessus. Daniel attendit. J'ai aussi des relevés bancaires montrant les paiements que tu as faits aux employés qui ont témoigné contre Anna. J'ai des messages entre toi et Victoria. J'ai tout, Richard. Cela a été obtenu illégalement. Peut-être. Mais l'opinion publique ne se préoccupe pas des aspects légaux. Il s'intéresse aux histoires. Et l'histoire d'un homme riche fabriquant des mensonges pour détruire une pauvre fille, ça se vendra beaucoup mieux que les mensonges que tu as répandus sur moi. Encore un silence. Puis, que veux-tu? Je veux que tu retires le procès. Je veux que Victoria retire les accusations de vol. Je veux une déclaration publique admettant que les histoires étaient fausses. Daniel fit une pause. Et je veux que tu quittes la ville. Vends tes affaires ici et pars. Si tu restes, j'utiliserai tous les moyens pour te détruire. Tu ne peux pas me forcer. Si. Et je vais le faire. La voix de Daniel était définitive. Tu as 24 heures. Après cela, j'irai à la police avec les preuves de conspiration, fraude et diffamation. Tu passeras les 10 prochaines années à te battre dans les tribunaux. À toi de choisir. Il raccrocha. Anna était sous le choc. Il va accepter? Oui. Les hommes comme Richard sont lâches. Lorsqu'on les confronte, ils s'effondrent. Daniel lui prit la main. C'est fini, Anna. Tu es en sécurité. Mais ce n'était pas encore fini. Victoria apparut à l'hôpital 2 heures plus tard. Elle était différente. Sans maquillage, cheveux ébouriffés, yeux rouges. Les agents de sécurité tentèrent de l'empêcher, mais Daniel fit signe de la laisser passer. Elle s'arrêta devant Anna, et pendant un long moment, elles se regardèrent simplement. « Tu as gagné », dit Victoria, sa voix brisée. « Richard m'a appelé. Il a dit qu'il retire tout, que je dois retirer les accusations aussi. Tu as essayé de détruire ma vie, » murmura Anna. « Pourquoi ? » Parce que je suis jalouse. Victoria laissa échapper un rire amer. « J'ai tout. De l'argent, une grande maison, des vêtements de marque. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois une personne vide. Et quand je t'ai vu, pauvre, humble, mais avec dignité, avec quelqu'un qui te regarde comme Daniel te regarde. » Elle essuya une larme. « J'ai voulu détruire parce que je ne peux pas avoir ça. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. » Je sais. Victoria regarda Daniel. « Je ferai la déclaration publique. J'admettrai que j'ai menti. Mais sache que tu ruines aussi ma vie. Mon mari va me quitter. Je vais perdre mes amis. Ma réputation. Tu aurais dû y penser avant. » Daniel n'éprouva aucune pitié. Victoria acquiesça et partit, laissant un silence pesant. Anna ressentit des émotions contradictoires. Soulagement, colère, et étrangement, un peu de pitié. Donna Helena est sortie de l'opération. Un médecin entra dans la pièce. Le traitement a été un succès complet. Elle va se rétablir entièrement. Anna éclata en larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Daniel la serra dans ses bras, et elle permit enfin de ressentir tout. La peur, la colère, l'épuisement, et sous tout ça, quelque chose de nouveau et effrayant. L'espoir. Dans les semaines suivantes, tout changea rapidement. La déclaration de Victoria fut publiée. Les sites de potins retirèrent les articles faux et publièrent des excuses. Richard Foster vendit ses affaires et quitta la ville. Mais le changement le plus important eut lieu à l'intérieur d'Anna. Daniel lui rendait visite tous les jours à l'hôpital, pendant que Donna Helena se rétablissait. Il apportait des fleurs. Pas des roses, mais des lys et des tournesols. Il apportait de la nourriture. Il apportait des conversations et des rires.
Et peu à peu, Anna permit au mur autour de son cœur de commencer à tomber. Une nuit, il arriva avec une proposition. « J'ai un cadeau pour toi. »« Je ne veux plus de cadeau, » dit Anna, mais elle souriait. « Celui-ci, tu vas le vouloir. » Il tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents légaux. Anna lut avec une confusion croissante. « C'est un contrat de travail. » Confirma-t-il. « Je veux que tu travailles pour moi. Coordinatrice des ressources humaines de mon entreprise. Responsable de veiller à ce que tous les employés soient traités avec dignité et respect. » Daniel, je n'ai pas les qualifications. Tu as la meilleure qualification possible. Tu sais ce que c'est d'être maltraité. Tu sais la valeur du travail honnête. Et tu as un bon cœur. Il sourit. Le salaire est de 60 000 $ par an. Avec tous les avantages. Assurance santé couvrant toi et Donna Elena. Anna regarda les chiffres et sentit un vertige. C'est 10 fois ce que je gagnais. C'est ce que tu mérites. Je ne peux pas accepter. Tu peux. Et tu le feras. Il prit sa main. Parce que ce n'est pas de la charité. C'est un vrai travail. Et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans ce poste. Quelqu'un qui ne permettra pas que les employés soient exploités. Anna regarda le contrat, Daniel, et enfin sa grand-mère qui dormait paisiblement dans le lit de l'hôpital. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne semblait pas être une bataille impossible. Il semblait être une possibilité. « Très bien, » murmura-t-elle. « J'accepte. » Le sourire de Daniel illumina toute la chambre. Et lorsqu'il l'embrassa, doucement et avec précaution, Anna comprit que parfois les contes de fées se réalisent. Juste pas de la façon dont on les attend. 6 mois plus tard, Anna était assise dans son bureau au 12e étage de l'immeuble de Daniel. L'espace était lumineux, avec de grandes fenêtres offrant une vue sur la ville. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était la plaque sur la porte, Anna Silva, directrice des ressources humaines et du bien-être des employés. Elle devait encore se pincer certains matins pour croire que tout cela était réel. Le téléphone sonna. C'était Marcia, l'une des employées de maison travaillant dans l'une des propriétés gérées par l'entreprise de Daniel. « Anna, je dois te parler de mon patron. Il me fait faire des heures supplémentaires sans payer et m'a menacé de licenciement si je me plains. » Anna prit son stylo. « Donne-moi tous les détails. Personne ne va te licencier. Je vais régler ça aujourd'hui. » Après avoir tout noté, elle appela directement le propriétaire de la maison. Sa voix était ferme, professionnelle, mais empreinte de l'autorité qu'elle avait appris à exercer. « Monsieur Costa, ici Anna Silva de l'entreprise Wellington et Costa. Je dois discuter des pratiques de travail dans votre propriété. » Elle fit une pause. « Selon notre contrat de gestion, toute violation des droits des employés entraîne l'annulation immédiate du contrat. Vous avez 24 heures pour régulariser le paiement de Marcia et émettre une lettre d'excuse. Sinon, nous mettrons fin à la prestation de service et signalerons le cas aux autorités compétentes. » L'homme tenta d'argumenter, mais Anna ne céda pas. Lorsqu'elle raccrocha, elle avait assuré non seulement le paiement dû à Marcia, mais aussi une augmentation de salaire et 2 jours de congé par semaine. C'était ça, son travail maintenant, se battre pour les personnes qui, comme elle, avaient été invisibles. Daniel apparut à la porte de son bureau, portant 2 tasses de café. Il faisait souvent cela, apportant du café et lui volant quelques minutes dans sa journée. « Je t'ai entendu au téléphone. » Effrayant et impressionnant à la fois. Il sourit en posant le café sur son bureau. « J'ai appris du meilleur. » Anna prit la tasse. « Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs ? » « Nous avons signé le contrat pour la construction du complexe résidentiel. » Ses yeux brillaient. 100 unités de logement abordables pour les familles à faible revenu. Nous commençons les travaux le mois prochain. C'était un autre projet qu'ils avaient planifié ensemble. Utiliser une partie des bénéfices de l'entreprise pour construire des logements dignes pour des gens qui travaillaient aussi d'Urcana, mais qui n'avaient jamais eu la chance d'avoir un chez-soi. Donna Elena sera fière quand elle saura. Anna dit. Daniel s'assit sur le bord de son bureau. D'ailleurs, elle m'a appelé aujourd'hui. Elle veut organiser un dîner spécial samedi. Thème surprise. Anna rit. Sa grand-mère s'était complètement rétablie après l'intervention cardiaque. Mieux encore, elle avait épanoui. Avec sa santé restaurée et sans la pression financière constante, Donna Elena était retournée à son artisanat, sa passion de toujours. Elle vendait maintenant ses créations dans une petite boutique que Daniel avait aidé à ouvrir, mais elle insistait pour payer un loyer symbolique. La fierté était une affaire de famille. Elle mijote quelque chose. Anna plissa les yeux. Quand elle dit « thème surprise », c'est qu'elle a planifié quelque chose d'élaboré. J'ai hâte de voir ça.
Daniel prit un air sérieux. Anna, il y a quelque chose que je dois te dire. Le ton fit battre son cœur plus vite. Quoi? J'ai reçu un appel aujourd'hui. De Victoria. Le nom avait toujours un goût amer. Anna posa sa tasse de café sur le bureau. Que voulait-elle? S'excuser. Encore. Daniel soupira. Elle est en thérapie. Divorcée de Thomas. Elle essaie de reconstruire sa vie. Et voulait savoir si tu accepterais de lui parler un jour. Anna resta silencieuse. La colère qu'elle avait ressentie dans les premiers mois avait diminué, remplacée par quelque chose de plus complexe. Victoria avait détruit sa propre vie avec ses choix, tout comme elle avait essayé de détruire celle d'Anna. Il y avait justice là-dedans, mais aussi de la tristesse. Je ne suis pas prête. Anna dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Je lui ai dit. Daniel toucha la main d'Anna. Et je lui ai aussi dit que si elle avait vraiment changé, elle devrait le prouver par ses actions. Je lui ai donc donné le contact d'une organisation qui aide les employés domestiques avec leurs problèmes de travail. Je lui ai suggéré de faire du bénévolat là-bas. Anna le regarda avec une admiration renouvelée. C'était ça qu'elle aimait chez Daniel. Il croyait aux secondes chances, mais aussi à la responsabilité. Faire prouver aux gens leur changement par les actes, pas seulement par les mots. Tu es un homme bon, dit-elle doucement. J'ai appris de la meilleure. Il répéta ces mots d'il y a quelques minutes, la faisant sourire. La porte s'ouvrit, et James, l'avocat, entra avec un dossier. Désolé de vous interrompre, mais j'ai besoin que vous signiez quelques documents. C'étaient les contrats pour le nouveau programme de bourse que l'entreprise lançait. Des bourses d'études complètes pour les enfants des employés domestiques, femmes de ménage, vendeurs ambulants. 100 bourses par an, couvrant de l'école primaire à l'université. Anna signa les documents, pensant à combien de vies cela allait changer. Combien d'enfants auraient des opportunités qu'elles n'avaient jamais eues. Combien de mères n'auraient plus à choisir entre payer l'école ou acheter de la nourriture. L'appel à candidature sera publié la semaine prochaine. James rangea les documents. La réponse devrait être énorme. Après son départ, Daniel et Anna restèrent seuls. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Il y a autre chose, » dit-il avec un peu de nervosité. « Quelque chose que je veux te demander depuis des semaines, mais je n'ai jamais osé. » Anna sentit des papillons dans le ventre. « Daniel, je sais que c'est encore tôt. Je sais que tout est arrivé très vite entre nous. » Il respira profondément. « Mais quand tu as failli être détruite par ces mensonges, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je ne veux pas passer un seul jour sans toi. Je ne veux pas imaginer un futur où tu n'es pas à mes côtés. » Il mit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le monde s'arrêta. Anna Silva. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante. « Veux-tu m'épouser » Les larmes vinrent avant les mots. Anna regarda la bague, Daniel, son bureau, la ville par la fenêtre. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé. L'humiliation, la pauvreté, le désespoir. Mais aussi la force qu'elle avait découverte en elle-même. La dignité qu'elle n'avait jamais perdue, même dans les moments les plus sombres. Et elle pensa à comment Daniel ne l'avait pas sauvée, pas vraiment. Il lui avait offert des opportunités, du soutien, des ressources, de l'amour. Mais celle qui avait franchi la porte, celle qui avait choisi de lutter, de grandir, de transformer la douleur en but, c'était elle. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, je veux t'épouser. » Daniel fit glisser la bague sur son doigt et l'embrassa profondément, comme pour sceller une promesse allant au-delà des mots. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux pleuraient et riaient en même temps. « Donna Elena sait déjà, n'est-ce pas ?» Anna demanda en essuyant ses larmes. « Le dîner de samedi. Elle m'a peut-être aidé à choisir la bague, » admit Daniel avec un sourire. « Et elle a peut-être prévu une petite fête de fiançailles. » Anna rit, imaginant sa grand-mère conspirer avec Daniel, probablement en lui donnant des conseils sur comment la demander en mariage et en lui faisant promettre de toujours prendre soin d'elle. Ils restèrent là, enlacés dans le bureau, alors que le soleil commençait à se coucher dehors, peignant le ciel en orange et rose. Anna pensa à quel point la vie était étrange et merveilleuse. Comment une simple rose tombée sur le sol d'un restaurant élégant avait tout changé. 3 mois plus tard, Anna se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de mariée simple mais magnifique. Donna Elena ajustait le voile, ses mains fermes et en bonne santé. « Tu es magnifique, ma fille. » La vieille dame avait les larmes aux yeux. « Ta mère serait si fière. » Tu penses qu'elle aurait approuvé tout ça, tout ce qui s'est passé? Je pense qu'elle aurait dit ce que je te dis maintenant. Donna Elena prit le visage de sa petite fille.
que tu mérites chaque morceau de bonheur que tu as conquis. Parce que tu n'as jamais perdu ta bonté, Anna. Même quand le monde a été cruel, même quand tu avais toutes les raisons de devenir amère, tu as choisi d'être gentille. Choisi d'être digne. Et cela, ma fille, vaut plus que tout l'argent du monde. La cérémonie fut petite, intime. Seulement les personnes qui comptaient vraiment. Marcia était là, ainsi que d'autres employés qu'Anna avait aidés. Linda, la femme qui l'avait prévenue des mensonges de Victoria. Les employés de l'entreprise. James, l'avocat devenu ami. Et quand Anna marcha jusqu'à l'hôtel, ce n'était pas son passé de difficultés qu'elle voyait. C'était l'avenir de possibilités. Daniel l'attendait avec ce sourire qui transformait son visage sérieux en quelque chose de lumineux. Et quand ils échangèrent leurs vœux, ce fut plus qu'une promesse entre deux personnes. Ce fut une promesse d'utiliser leurs ressources, leur amour, leur histoire pour changer le monde autour d'eux. Une personne à la fois. Une dignité restaurée à la fois. Un cœur transformé à la fois. Lors de la fête, Donna Elena porta un toast. À ma petite fille, qui m'a appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. À Daniel, qui m'a appris que la vraie richesse est la générosité d'esprit. Et à nous tous ici, qui savons la valeur du travail honnête et du véritable amour. Des années plus tard, lorsqu'ils racontaient leur histoire, les gens demandaient toujours la même chose, c'était le coup de foudre. Et Anna répondait toujours honnêtement, ce n'était pas le coup de foudre. C'était le respect au premier regard. La reconnaissance au premier regard. L'amour est venu après, construit sur la base du respect mutuel, des valeurs partagées et du choix quotidien de s'honorer l'un l'autre. Parce que c'était la vraie leçon. Les contes de fées existent, mais pas comme on nous les raconte. Il n'y a pas de prince qui sauve des princesses passives. Il y a des gens bons qui choisissent de voir la valeur là où d'autres ne voient que l'invisibilité. Il y a une dignité qui résiste à toute humiliation. Il y a un amour qui se construit par les actions, pas seulement par les mots. Et il y a toujours, le choix d'utiliser notre propre histoire de douleur pour soulager celle des autres. Anna n'oublia jamais d'où elle venait. Le panier de roses restait dans son bureau, un rappel quotidien. Chaque vendredi, elle achetait encore des fleurs aux vendeurs ambulants de la place centrale. Elle payait généreusement et toujours, regardait dans leurs yeux pour dire merci. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas d'argent, de statut ou de pouvoir. Il s'agissait de reconnaître l'humanité en chaque personne. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait de choisir, chaque jour, d'être gentil dans un monde souvent cruel. Et si une rose tombée peut changer de vie, imaginez ce qu'un acte de bonté peut faire. Imaginez ce que le respect peut construire. Imaginez le monde que nous pouvons créer si nous choisissons de vraiment voir les gens autour de nous. C'était la promesse qu'Anna et Daniel faisaient chaque jour. Pas seulement l'un à l'autre, mais au monde. Une rose à la fois. Une dignité restaurée à la fois. Un cœur transformé à la fois. Et si vous lisez cette histoire, peut-être est-ce votre signal pour regarder autour de vous. Pour voir quelqu'un qui est invisible. Pour offrir non pas de la pitié, mais du respect. Pour comprendre que nous portons tous des batailles cachées, et qu'un peu de gentillesse peut faire la différence entre le désespoir et l'espoir. Parce qu'au final, nous ne sommes pas mesurés par ce que nous accumulons, mais par ce que nous partageons. Pas par la hauteur que nous atteignons seuls, mais par le nombre de mains tendues pour aider les autres à se relever. C'est la leçon. C'est la morale. C'est la vérité qu'une rose rouge tombée sur un sol en marbre nous enseigne. La dignité ne peut être achetée ni volée. Elle existe en nous, attendant d'être reconnue et honorée. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui la voit, qui la valorise, qui la protège, nous trouvons non seulement l'amour, mais la rédemption. Non seulement un partenariat, mais un but. Et c'est ça le véritable conte de fées. Pas la fin heureuse, mais le voyage de choisir, chaque jour, d'être meilleur, de faire mieux, d'aimer mieux. Et si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez que la dignité, la bonté et le véritable amour existent encore dans ce monde, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un moment où la gentillesse de quelqu'un a tout changé? Votre histoire peut inspirer des milliers de personnes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires émouvantes qui vous feront croire qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles.